Aujourd'hui, jeudi 3 septembre 2015, nouvelle édition du journal de la rédaction. Bienvenue sur TV Fil. Si vous venez de nous rejoindre, nous parlerons de la mobilisation des agriculteurs. Des agriculteurs de toute la France sont venus sur Paris. Ils sont en colère et surtout inquiets pour l'avenir de leur profession. Nous irons aussi sur le chantier du golf national de Saint-Quentin en Yvelines qui se prépare. Des travaux sont en cours avant l'accueil de la Ryder Cup de 2018. Le tourisme se porte bien dans les Yvelines. Le point complet de la saison estivale à suivre. Et en plateau pour en parler tout à l'heure, le comte Paul de Lapanouse, le fondateur du parc de Thoiry, le château qui est d'ailleurs ouvert depuis 50 ans. Nous devrions aussi aller tout à l'heure du côté de Mantes-la-Jolie pour retrouver sur place, lors de la conférence de presse de rentrée de la FSU, le syndicat enseignant William L. pour la rédaction. Nous ferons un point sur les revendications, la situation telle qu'elle est perçue par le syndicat enseignant FSU. Bonsoir Paul de Lapanouse. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau, fondateur du parc animalier de Thoiry. C'était en 67-68. Mais on fête tout de même un 50e anniversaire cette année, puisque cela fait 50 ans que le château, lui, a été ouvert au public. Qu'on revienne un petit peu pour débuter ce journal sur cette idée d'ouvrir le château en 1965. Pourquoi ? Le château avait perdu à la Révolution française ses fonctions de mairie ou chef-lieu d'arrondissement, avec la suppression des droits féodaux. Et ce n'était plus que donc l'habitation d'une famille, traditionnelle d'une famille. Alors, quand j'ai eu 21 ans, j'ai demandé à mes parents, j'aurais dit, écoutez, moi, j'aurais pas les moyens que vous avez de vendre du capital tous les ans, puis on est 4 frères et sœurs, pour tenir les 2 châteaux familiaux. Il faut que, ou j'essaye d'en faire quelque chose, ou je dois faire ma vie ailleurs. Et alors, j'ai demandé l'autorisation à mes parents d'ouvrir le château public pour lui donner une fonction sociale, j'avais 21 ans, par une activité culturelle et les revenus d'entrée de la billetterie. Et ça a été perçu comment ? Mes parents c'est une bonne d'une idée manière ou... remarquable, oui. Oui. Mes parents avaient beaucoup le sens social et agricole. Et là, du coup, forestier dans les domaines agricoles et forestiers de la famille. Alors pourquoi pas être social aussi dans le tourisme. On passe de l'un à l'autre. À partir du moment où nous son cœur, on peut ouvrir sa maison. Et c'était le cas dans lequel était l'état d'esprit dans lequel étaient mes parents. Et depuis, le succès est au rendez-vous. Cette année encore, les animations organisées notamment autour des dinosaures. Alors c'est un parc animalier, mais il y a aussi des dinosaures. Vous y êtes peut-être allé cet été. C'est une exposition qui a été menée des maquettes géantes grandeur nature venues des États-Unis. Ça a rencontré un succès fou. On va en parler. Ce sera prolongé tout au long du mois de septembre. On les voit, ces maquettes et les enfants qui s'en amusent beaucoup. Globalement, l'été a été très bon sur les différents sites touristiques. Ce sera l'objet du dossier ce soir du journal. Mais l'actualité du jour, c'est bien sûr la mobilisation des agriculteurs. Près de 1400 tracteurs ont roulé dans Paris, venant de toute la France et notamment des Yvelines, ce qui a entraîné quelques perturbations sur les routes. Vous le voyez, une démonstration de force et premier résultat obtenu, cette déclaration d'amour de Manuel Valls. La France ne lâchera pas ses agriculteurs. Les crédits d'urgence annoncés en juillet seront donc augmentés et des tests sur une simplification des normes aussi seront menés. Retour sur cette journée avec Mélanie Poquet et Patrick Jacques de Dixmude. National 12, une soixantaine de tracteurs yvelinois et d'Eure-et-Loire se dirigent vers Paris. Dans leur viseur, les normes imposées par le ministère de l'Agriculture qu'ils jugent étouffantes. On a des charges franco-françaises importantes dues au social et de l'autre, on nous fait courir un 100 mètres avec un boulet au pied. Il faut absolument que l'on puisse appliquer, on veut appliquer la réglementation européenne et là on nous rajoute des réglementations françaises. Un exemple, aucune jachère n'est faite en Allemagne et nous avons 10% de jachère. Un même marché pour les producteurs européens mais des charges différentes. Une situation précaire pour les producteurs français, éleveurs, maraîchers mais aussi céréaliers et notamment les Yvelinois. Moi je me suis installé en 2000, à une époque où, pour parler en euros, on vendait du blé 135, 140 euros, comme est le cours actuellement. C'est ça qui est intéressant. Sauf que ça me coûtait 95 à 100 euros de produire une tonne de blé. Aujourd'hui, ça me coûte 125 euros de produire une tonne de blé. Donc en 15 ans, plus de 25 à 30% de plus de coûts de production. En Ile-de-France, les différents cortèges ont occasionné 100 km de bouchons à 9h. Après avoir reçu les représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, le Premier ministre Manuel Valls a annoncé la mise en place d'un moratoire jusqu'en février 2016 pour qu'aucune norme environnementale française allant au-delà de la législation européenne ne soit adoptée, ainsi que des aides totales portées à 3 milliards d'euros en 3 ans.
Voilà donc pour ce point sur cette journée de mobilisation. Et qu'en pensez-vous de cette mobilisation? Comprenez-vous les revendications des agriculteurs? Nous vous avons posé la question dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines, micro-trottoir. Est-ce que vous comprenez la colère des agriculteurs aujourd'hui? Oui, bien sûr. J'ai été agriculteur à Voisin-le-Bretonneux et mon grand-père, mon père, vous voyez, alors. Ouais, je la comprends, étant donné que les prix sont super bas. Pour moi, ils comptent pas leurs heures, donc faudrait un peu les respecter, voilà, les aider, c'est clair. Oui, tout à fait, parce que mon père il était lui-même agriculteur. Ils ne sont pas entendus et c'est vrai qu'ils aimeraient bien vivre de leurs propres moyens et pas qu'avoir des subventions. Oui, pour les petits agriculteurs, pour les céréaliers, je suis beaucoup plus dubitatif. Ce sont plus des industriels que des agriculteurs. Je suis complètement solidaire. C'est incroyable ce qu'ils font. Pour en arriver là, je trouve c'est honteux, quoi. Voilà donc pour ce point sur la mobilisation aujourd'hui. On en revient à l'entretien, le dossier de ce jour. On parle de tourisme donc avec notre invité, le comte Paul de Lapanouse, le fondateur du parc de Thoiry. On évoquait au début de ce journal le 50e anniversaire de l'ouverture du château au public. Un bel anniversaire puisque la fréquentation était bonne cet été. Quelle a été la fréquentation justement? Elle était excellente cet été, vraiment excellente. Le temps elle était bien. Il y a eu quelques jours d'orage qui ont permis au gazon de redevenir tout vert et les antilopes en sont ravis. Mais la fréquentation, on est très très content. Surtout, voilà. Vous savez combien de personnes ont fréquenté le site en chiffres? Je ne sais pas, mais bon, notre objectif était de retrouver nos 450 000 visiteurs et on est en bon espoir d'y arriver. Il y a eu une petite baisse au moment de l'ouverture de Vincennes, mais les gens viennent chez nous. Vincennes a fait un gros travail de rénovation et ça a un petit peu fait partir les visiteurs de chez vous. Alors. Et puis il y a eu un temps très mauvais l'année dernière, une météo très mauvaise. Mais alors cette année, la météo a été tout à fait bonne et les gens sont venus voir Thoiry et surtout les dinosaures ont un succès considérable. Oui, c'est l'effet de dinosaure, 12 reproductions installées dans le parc, grandeur nature. Alors d'où vient cette idée de mettre des dinosaures dans le parc animalier? C'est l'idée que les animaux préhistoriques, vous les voyez en squelette au Muséum d'histoire naturelle et dans le château... je ne vais pas présenter mes ancêtres en squelette. Il y a des tableaux, il y a des statues. Alors pourquoi pas pour les animaux mettre leurs ancêtres grandeur nature et qui bougent. Et comme les muséums américains ont fait des reconstitutions remarquables des dinosaures, comme dans les films à la télé où on voit à partir d'un crâne, on vous refait la tête des personnes qui étaient là, c'est ce qu'ils ont fait avec les dinosaures. Et s'ils bougent, il y en a même un, si on s'approche de trop près, qui vous crache de l'eau. L'original, il y a 200 millions d'années, crachait de l'acide. C'était plus désagréable. Vous n'avez pas poussé la reconstitution jusqu'au bout, quand même. De même, voilà, on n'a pas poussé la reconstitution jusqu'au bout. Mais donc à Thoiry, voilà. Et d'ailleurs, du coup, les gens profitaient avec la chaleur. Ceci étant, quand il y a eu une période de canicule et autres à Thoiry, nous avons installé des fontaines d'eau potable partout sur le parcours pour faire que les gens ne soient pas obligés d'acheter de l'eau en bouteille minérale. Parce que Thoiry, c'est un théâtre de la nature, un théâtre de l'histoire. Une fois qu'on a payé son billet d'entrée, on peut amener son pique-nique et on n'est pas obligé d'acheter quoi que ce soit. Donc ça, c'est le grand principe de... C'est votre philosophie. Vous évoquiez la canicule, alors côté visiteurs, mais côté animaux, ça a été difficile à gérer aussi, cette période de chaleur? Non, pas du tout, parce que d'abord, les animaux de la réserve africaine sont tout à fait heureux de retrouver un climat qui ressemble un peu à chez eux. Et ensuite, ici, il n'y a pas de sécheresse à la clé. Il y a toujours autant de foin qui arrive, autant d'eau qui arrive. Donc, les animaux du froid s'adaptent très bien au chaud, parce qu'un ours polaire au Canada peut avoir 40 degrés pendant un mois d'été. Par contre, les animaux du chaud ne s'adaptent pas au froid. Donc c'est en hiver qu'il faut s'occuper de chauffer les girafes et les antilopes, les éléphants, etc. Et l'été ne pose absolument aucun problème à ce niveau-là. Alors c'est le traditionnel sorbet au maquereau pour les ours, sorbet au sang pour les lions, sorbet aux fruits pour les singes, les primates. Bon, ça a beaucoup de succès auprès du public. Il y a chaque jour 24 animations le public qui peut voir les animaux, le nourrissage des animaux, voilà. Tout à fait. Et surtout, il y a tous ceux qui prennent des passeports. Il y a 3000 familles et ça augmente tout le temps. Oui, vous avez réussi à fidéliser parce que les gens viennent sur le parc, mais il y a aussi la possibilité pour le prix de des 2 entrées, on peut venir tous les jours d'ouverture, c'est-à-dire 280 jours par an. Et ça marche, ça fonctionne plutôt bien? Ça fonctionne très très bien. Alors là, on ferme le mercredi, jeudi actuellement, en septembre, en semaine. Mais tous les jours, on sera ouvert jusqu'à la fin des vacances du mois de novembre. Et les dinosaures dont nous parlions, eux, ils vont rester encore un peu. Ça a rencontré un tel succès que vous avez prolongé l'opération jusqu'à la fin du mois de septembre. Oui. C'est passionnant de voir qu'un gosse de 4 ans qui ne sait pas lire et pas écrire arrive et vous donne tous les noms des dinosaures qu'ils connaissent par cœur.
Et alors, voilà. Donc, et alors, les descendants des dinosaures, ils existent. C'est ça qu'on essaye de témoigner. C'est les oiseaux. Par contre, à Thoiry, nous avons les dragons de Komodo qui sont très rares. Les dragons de Komodo, alors tout le monde pense qu'ils descendent des dinosaures. Pas du tout. Ils descendent de cousins des dinosaures. Par contre, ils sont restés très proches de l'ancêtre il y a 65 millions d'années. Ils ont une langue bifide, et les ébarans sont les ancêtres des serpents. Vous êtes intarissable sur le sujet, on pourrait faire tout le journal rien que sur ça. Mais on va poursuivre malgré tout. On parlait de ce bilan, bon bilan même pour le tourisme dans l'ensemble du département. Château de Versailles également, le parc de France Miniature à Elancourt. Les détails tout de suite avec Mélanie Poquet, Sephora Namani et on revient en plateau juste après avec vous. Pour l'été 2015, les nouveautés proposées aux visiteurs de France Miniature se sont révélées payantes pour la fréquentation. Le site a vu une augmentation importante, plus 10% par rapport à 2014. Si on regarde historiquement, c'est un niveau d'été qu'on connaissait sur les années 2012-2011. Donc presque un retour à la normale. 2014 avait été décevant et 2015 nous permet de revenir à un niveau d'environ 60 000 visiteurs sur le parc de France Miniature pour le mois de juillet et le mois d'août. Un sentiment qui se ressent dans le département en général, la saison touristique étant jugée plutôt bonne par les professionnels du tourisme. Beaucoup de choses nouvelles par rapport aux autres années, une meilleure notoriété sur Internet qui nous a permis d'avoir de bonnes fréquentations. Et puis malgré tout, il n'y a pas eu beaucoup de pluie, donc forcément, ça permet de développer les fréquentations. Seul bémol, le château de Versailles. La saison est jugée moins bonne que celle de 2014, année qualifiée d'exceptionnelle. Les chiffres de fréquentation sont en baisse de 5% pour le mois d'août 2015. Les Français viennent moins au domaine national de Versailles, mais aussi qu'il y a certains marchés qui sont en baisse à cause des raisons de sécurité. En janvier, les attentats qu'on a eus en France, à Paris, ont fait peur à des nationalités étrangères comme la Russie, par exemple, et comme le Japon. La saison touristique n'est cependant pas terminée. Les réservations dans les hôtels yvelinois pour le mois de septembre sont engageantes. Retour sur ce bel été connu dans ce département des Yvelines, la fréquentation touristique du parc de Thoiry, on l'a évoqué dans le reportage. On entendait le cas des étrangers aussi, de la fréquentation venue des autres pays. Est-ce que Thoiry accueille beaucoup de touristes étrangers? Vous avez rénové Ils sont difficiles à voir parce qu'on accueille les étrangers résidant en France, dans la région parisienne, viennent à Thoiry. D'autant plus les Anglais, les Hollandais, les Allemands qui sont habitués à aller dans les parcs zoologiques, encore plus que les Français. Mais c'est pas facile de les remarquer parce qu'ils ont des voitures françaises, ils parlent souvent aussi bien le français, et donc voilà. Nous avions beaucoup de visiteurs russes, donc là il y a eu effectivement une baisse, semble-t-il. Thoiry n'est pas... nous avons beaucoup, c'est les familles Île-de-France, Normandie... Qui sont la majorité de notre public. Autre point soulevé dans ce... famille qui accueille des familles à toi. Ouais, et puis il faut les faire revenir aussi. On l'a évoqué avec la question du passeport que vous avez mis en place pour fidéliser un petit peu. Ça marche très bien. Le passeport L'autre point qui a été soulevé dans le reportage, justement, c'est la question de la nouveauté. Il faut savoir se renouveler pour continuer à attirer les gens. Vous l'avez fait avec les dinosaures, par exemple, pendant cet été. En permanence, vous pensez à des nouvelles idées? Oui. Vous avez des nouvelles idées? Il y en a. Il y aura des nouveautés. Il y a des nouveautés de prévues. Alors, je les annonce pas encore parce que je suis un paysan. Et tant que c'est pas un éleveur, et tant que c'est pas fait, j'aime mieux pas en parler, parce que si jamais, pour pas créer une déception, si jamais un investissement pour des raisons techniques ou des raisons, vous savez, les animaux, c'est basé sur les animaux, et les animaux, c'est des programmes d'élevage, et on les reproduit pas. C'est pas comme une chaîne de voitures où on dit tiens, on va rajouter 1000 voitures. Bon, bah, paf, c'est 3 jours de clés en plus, de robots et de personnes en plus. Non. Et donc, il faut être... nous nous adaptons aussi aux nécessités du programme. Quand il y a un directeur de programme qui dit « Oh là là, attention, j'ai des animaux qui vont être à placer et tout, est-ce que vous n'auriez pas une idée de faire quelque chose ?» Bon, bah ça, ma fille, Colomba, va réagir en regardant si elle ne peut pas faire une animation qui permette d'aider ce programme à placer ses animaux. Mais il y aura des nouveautés dans les mois à venir, prévu, après la trêve hivernale, puisque le parc fermera autour du mois de novembre. À la fin novembre, il ferme fin novembre pour ouvrir en février. Une toute dernière question. Depuis 50 ans, le château est ouvert. C'était, on l'a dit tout à l'heure, 68 pour le parc animalier. Vous l'imaginez comment, votre parc, dans 50 ans? À toute manière, c'est pas moi qui y serai. Mais vous avez bien une idée? Vous souhaiteriez qu'il ressemble à quoi? Il y a des domaines dont je souhaite qu'ils ne changent pas.
c'est qu'on ne rajoute pas une aile au château, car le château, on découvre de plus en plus sa qualité architecturale autour du nombre d'or, du solstice et autres, et nous avons de plus en plus des compagnonnages, les druides, les formations spiritualistes qui viennent dans le château pour profiter de sa fonction solaire et autres. Donc il y a des choses qui ne doivent pas changer. Des arbres que j'ai plantés que je ne verrai qui vont me survivre très longtemps, donc ça, je les imagine très bien comme ils seront. Donc je peux vraiment rêver, à Thoiry, on rêve à long terme. Il y a des projets qu'on a imaginés il y a très longtemps. Bon, quand on a planté le labyrinthe, on a attendu 16 ans que ça pousse. Vous avez dans Thoiry des choses comme cela qui... on vient de refaire le mur du potager, à la limite entre le village et le château, pour agrandir la rue du village, refaire le mur du potager. Un jour, on va restaurer le potager. Mais c'est un travail de génération par les génération. Voilà, ce que je ne... Moi, c'est fini, hein, c'est mes enfants maintenant. Mais bon, on continue à mener des missions. Oui, vous êtes bien là ce soir tout de même. Voilà, ce soir. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, le comte Paul de la Panouse, qui était l'invité du journal. On parlait tourisme ce soir. C'était le dossier de cette édition. Merci à vous. Je rappelle l'animation autour des dinosaures qui se poursuit tout le mois de septembre. Merci encore. Le tourisme qui se porte bien dans le département, vous l'avez entendu, grâce notamment en raison du beau temps, raison de plus pour regretter la fermeture du centre aquatique de la piscine de Maurepas en raison de son insalubrité. Elle n'a pas ouvert ses portes cet été. Le maire réfléchit à sa rénovation, voire même à une reconstruction. Il a visité ces dernières semaines plusieurs équipements à Chevreuse ou encore à Chartres. Écoutez-le. Un cabinet d'études a été retenu dans le cadre d'un appel d'offres. Ce cabinet nous rendra ses conclusions d'ici le mois de décembre pour savoir s'il faut réhabiliter la piscine de Maurepas qui est de 1975 ou s'il vaut mieux partir vers un nouveau projet, un nouveau complexe aquatique sur la ville de Maurepas. Donc nous serons éclairés d'ici quelques mois. Mais en attendant, je visite différents équipements dans les Yvelines, voire même au-delà, pour voir comment les élus locaux s'y sont pris dans le cadre d'une réhabilitation ou d'une reconstruction et m'inspirer de ce qui se fait de mieux. La FSU, syndicat enseignant, tient en ce moment sa conférence de presse de rentrée dans les Yvelines. C'est à Mantes-la-Jolie. Sur place, on retrouve William L. et Fanny Bourdillon. William, bonsoir. Quel est le bilan, William, de cette rentrée? Y a-t-il des difficultés notables dans le primaire ou dans le secondaire pour la FSU? Oui, bonsoir Wilfried. Est-ce qu'il y a des difficultés qui sont rencontrées spécifiquement? Alors oui, Wilfried, je me retrouve avec membre du syndicat SU, mais pas seulement FSU. D'autres syndicats du premier et du second degré les ont rejoints, comme le SNES, le TNUI ou encore le SNUEP. Alors pourquoi Mantes-la-Jolie? C'est parce que le FSU vient d'ouvrir sa nouvelle permanence juste en face du collège. Programme discussion avec la presse, donc cette rencontre organisée avec la presse, les différents problèmes restent les mêmes, toujours la réforme des collèges qui reste le viseur, notamment qui concerne l'autonomie des établissements, la transdisciplinarité, mais aussi l'enseignement personnalisé des élèves. Ça concerne l'enseignement. Oui, William, malheureusement, je ne sais pas si vous nous entendez bien, on a du mal à stabiliser la liaison. On va revenir sur le plateau. On va juste devoir interrompre la communication avec William L, qui se trouve du côté de Mantes-la-Jolie, dans le département, pour ce point de rentrée du syndicat enseignant FSU. Et si on arrive à rétablir correctement la connexion, nous repartirons dans quelques instants. On va parler de sport maintenant dans ce journal. Le chantier qui a débuté récemment, c'est celui du parcours de l'Albatros au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines en 2018. Le site va accueillir la Ryder Cup, compétition de référence par équipe entre les meilleurs Européens et les meilleurs Américains. 8 mois de travaux nécessaires pour permettre à l'équipement de devenir une référence mondiale pour les 25 prochaines années. Mickaël Elmidoro et Patrick Jacques de Dixmed. La Ryder Cup 2018 se prépare dès maintenant au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. D'importants travaux de rénovation ont été entrepris sur le parcours de l'Albatros depuis le 16 juillet dernier pour accueillir la Coupe du Monde du Golf. Plus d'une centaine d'ouvriers et jardiniers ont investi les greens pour améliorer les 18 trous et l'accueil du public. Là, on a travaillé à des petites améliorations sur des greens ou sur des départs pour que vraiment les sportifs puissent s'exprimer au mieux. Mais on a aussi beaucoup travaillé pour la qualité de l'accueil du public, en faisant des routes et des plateformes qui vont permettre au public de circuler, de voir le golf. Vous savez que le golf, on a une chance, c'est qu'on peut aller au plus près des athlètes, et au plus près des sportifs pour les voir. Donc, et on sait qu'on aura énormément de public ici. Les 200 000 spectateurs attendus à Guyancourt pour la Ryder Cup pourront également observer un parcours plus visuel avec une dizaine de nouveaux bunkers. Des points d'eau vont également être créés sur le site.
Il y a eu des changements, il y a eu changement déjà du 11 parce que c'était un trou qui manquait un peu de caractère et on avait besoin d'un endroit pour stocker de l'eau. Donc déjà 2 bonnes raisons pour le faire. Et puis les 2 autres changements qui vont être remarqués, c'est le green du 1 et le green du 16, mais qui ont été rendus plus justes pour le joueur, mais aussi plus faciles à gérer lors d'un gros événement. Voilà. Donc sinon, il n'y a pas de changement notoire. Et déjà, c'est difficile. Les travaux de rénovation devraient s'achever en avril 2016. Les golfeurs pourront jouer à nouveau sur l'Albatros à partir de décembre, mais ce sera sur un parcours réduit avec seulement 9 trous. Le journal se poursuit sur TV Fil 78 en ce jeudi et chaque jeudi, dorénavant, le point sur vos rendez-vous sportifs du week-end. Ce sera avec Mickaël Elmidoro. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Wilfried. Alors c'est la reprise, les championnats n'ont pas encore tous repris pour l'instant, évidemment c'est septembre. Les passionnés de rugby, de basket ou encore de handball devront encore patienter jusqu'au week-end du 20 septembre pour voir leur équipe favorite jouer. Mais rassurez-vous Wilfried, il y aura quand même un match très important ce week-end, c'est le match entre Montigny-Bretonneux, les Cougars de Montigny-Bretonneux, mais également les Clermont-Ferrand au stade Jean Maréchal, donc à Montigny. C'est du baseball. C'est du baseball, c'est ça, du baseball en demi-finale de play-off, c'est bien ça. Pour nous parler de cette rencontre, nous recevons Annie Couton, donc la présidente de Cougars de Montigny-Bretonneux. Bonsoir. 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 Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une performance pour Montigny d'être qualifié en demi-finale de play-off de 2e division? Oui, de toute façon, c'était l'objectif que l'on s'était fixé en début de saison. Donc, nous devions atteindre les play-offs. Donc, nous les avons obtenus. Maintenant, nous devrons rencontrer Clermont-Ferrand, qui est notre bête noire, puisque en 2007, nous étions déjà en demi-finale de championnat de France contre eux et nous avions été battus. Et cette année, les 4 rencontres que nous avons eues contre Clermont-Ferrand, nous les avons perdues aussi. Donc, nous avons notre revanche à prendre ce week-end. Et c'est l'équipe qui vous a battu 4 fois en 4 rencontres cette année. Tout à fait. Justement, comment allez-vous faire pour tout simplement remporter la victoire? Ah, la balle est dans le camp des joueurs, c'est le cas de le dire, mais de toute façon, ils sont motivés et tout est possible tant que les matchs ne sont pas finis. Donc, je pense qu'ils ont leur chance, surtout que cette année, nos lanceurs ont fait de bonnes performances. Nous avons eu un peu moins de chance au bâton, donc ils vont s'entraîner là les 2 ce soir et vendredi soir pour pouvoir accéder à un meilleur bâton. Et si vous deviez faire un pronostic sur cette rencontre? Il faut que l'on gagne les 2 matchs. Et en tout cas, vous encouragez tout le monde à venir au stade. C'est ça, nous encourageons tout le monde à venir au stade. Ça sera un beau match de baseball. Et vous comptez peut-être sur certains joueurs en particulier? Oui, sur nos lanceurs, oui, et puis sur les anciens joueurs qui peuvent, à un moment donné, faire basculer le match par leur expérience du haut niveau. Et ils compteront sur le soutien du public, c'est ça? Tout à fait. Merci Annie Couton d'être passé sur le plateau. On croise les doigts pour les Cougars de Montigny-Bretonneux et on continuera à vous suivre la semaine prochaine également pour la demi-finale retour. Merci beaucoup. Et nous viendrons vous voir ce week-end, bien évidemment. Également. Bien évidemment, rassurez-vous. Et il n'y aura pas que du baseball, également ce week-end, Wilfried, il y aura également le championnat de football qui vont redémarrer. En promotion d'honneur, Trappes reçoit Villemomble au stade de Gilbert-Champsac, une rencontre à la portée des trappistes. Les footballeurs saint-quentinois avaient terminé la saison dernière dans les 5 premiers après avoir été relégables pendant une grande partie de la saison. Cette fois-ci, Trappes veut bien entamer la saison pour monter cette année. Pour les encourager, rendez-vous à 15h ce dimanche. Toujours en football, mais cette fois-ci en division excellence. L'équipe première de Versailles reçoit la 3e équipe de Poissy dimanche à 15h au stade Montboron. Une rencontre qui risque d'être serrée. Les 2 équipes étaient au coude à coude la saison dernière. Enfin, il y aura un derby à ne pas manquer ce week-end à Saint-Quentin-en-Yvelines. Elancourt reçoit Magny-les-Hameaux en 2e division de district pour le compte de la première journée. Il devrait y avoir du spectacle. Magny a terminé parmi les meilleures attaques du championnat la saison dernière. La rencontre est programmée dimanche à 15h au stade Guy-Boniface. Voilà, Wilfried, vous connaissez tous les rendez-vous sportifs du week-end dans le département. Et on a vous avez noté le baseball, c'est ça? Le baseball, c'est bon, avec Annie Couton, la présidente qui est venue nous voir ce soir. Mickaël, on vous retrouve aussi lundi, puisque les différentes émissions sur TV Fil 78 vont reprendre progressivement leur rythme pour cette nouvelle saison. Donc lundi, 18h30, ça ne change pas. 19h30, 23h pour les premières rediffusions, reprise du 7-8 Sport au programme. C'est ça. Il y aura du golf avec les travaux pour la Ryder Cup 2018, mais il y aura également un petit tour de table rugby avec les clubs yvelinois, mais également la Coupe du Monde de rugby et notamment Eddy Benarous, le trappiste, qui a été sélectionné. Merci Mickaël, on vous retrouve donc lundi sur cette antenne. Je vous parlais d'éducation si vous nous suivez depuis le début de ce
journal. La connexion avec Mantes-la-Jolie n'a pas été rétablie pour revenir sur cette conférence de presse de rentrée de la FSU, le syndicat enseignant. Malgré tout, dès demain, dans le journal, vous retrouverez le reportage complet préparé par William L. et Fanny Bourdillon. Un dernier mot tout de même d'éducation. Le directeur académique de Versailles, qui était l'invité du journal hier, vient de tenir une conférence de presse aujourd'hui. Il a répété que la rentrée avait été sereine. Ce sont ces mots. De cette conférence de presse, on retiendra que l'on compte 2000 élèves de plus qu'en 2014 sur notre secteur, que l'accent sera mis sur 2 dossiers en particulier, notamment le numérique, axe important de développement. On l'écoute. Évidemment, nous souhaitons les établissements. Voilà. Journal. Côté culture, à présent, difficile reprise pour cette semaine. Information qui concerne Morpa. La mairie a lancé l'opération livre-échange. Un principe qui est assez simple. Une boîte, vous allez la voir à l'image. Il y en a 4 sur la commune. Chacun vient y déposer un livre, repart avec un autre. Un système d'échange, de partage. Et devant le succès, cela va se poursuivre toute l'année. Et cette fois-ci, on écoute une interview au micro de Patrick Schack de Tixmud. C'est permettre à des gens éloignés de la médiathèque, qui ne rentrent jamais à la médiathèque, de pouvoir consulter des livres qui ont été appréciés par des Morpasiens. Voilà, qui posent librement leurs livres dans cette boîte. Ce sont des échanges de livres. Littérature également avec demain vendredi à partir de 20h, la librairie Le Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux qui va proposer une soirée exceptionnelle. Les lecteurs vont échanger avec les bibliothécaires autour des nouveautés, de la rentrée. Chacun va défendre son coup de cœur en ce mois de septembre. Pas moins de 580 nouveaux ouvrages qui sont recensés. Cette présentation va être faite d'une part par les libraires, mais aussi par des clients, des bons lecteurs, des fidèles lecteurs à qui on a donné des livres cet été à lire et qui vont venir nous les raconter là, à partir de 20h. Pourquoi pas partager cette grosse rentrée littéraire avec tout le monde plutôt que de se soit disséminer avec juste 1 ou 2 clients, là vraiment de présenter en une seule fois toute cette grande rentrée et puis aussi cet échange de ces lecteurs qui avaient vraiment envie de venir nous faire partager toutes les lectures qu'ils avaient eues durant l'été. Donc on leur dit venez chez nous et puis parlez de vos livres qui vous ont plu. Je vous rappelle la mobilisation des agriculteurs aujourd'hui qui a touché notamment les Yvelines. Ils étaient nombreux à se rendre sur Paris. Reportage complet à revoir sur notre site internet si vous n'étiez pas avec nous au début de cette édition. Demain vendredi, l'essentiel de l'actualité de la journée, mais aussi l'essentiel à retenir de la semaine en compagnie de Benoît Hamon, l'ancien ministre député des Yvelines, candidat au régional en Ile-de-France, sera mon invité. Donc demain, excellente soirée sur TV Fil bien sûr.